Il y a des matins où le ciel de Lyon se couvre d'une lumière cuivrée, presque électrique, comme si la ville retenait son souffle avant une tempête qu'elle seule pressentait. Ce mardi-là, c'était exactement ce genre de matin. Je m'en souviens parce que j'avais regardé le ciel depuis la fenêtre de notre appartement du 4e étage, rue Vaubecourt, et j'avais pensé, sans raison apparente, quelque chose va se rompre aujourd'hui. Pas un fil, une poutre, une fondation entière. Je m'appelle Céliane Morteux, 37 ans, comptable indépendante, femme d'un homme que j'avais aimé avec la conviction absurde de ceux qui n'ont jamais appris à douter. Rodolphe Morteux, mon mari depuis 9 ans. 9 ans de petits déjeuners partagés, de disputes sur le thermostat, de vacances à Collioure, de silence confortable dans la voiture un dimanche soir de retour de chez ses parents. 9 ans qui, ce mardi-là, allait se révéler être une architecture construite sur du sable humide. Rodolphe m'avait appelé la veille, avec cette voix légèrement aplatie qu'il avait quand il récitait quelque chose qu'il avait préparé. « Chérie, écoute, De Vermont m'envoie à Bordeaux pour 3 jours. Le cabinet veut qu'on consolide le dossier Auberval avant le dépôt. Je pars demain matin tôt, ne m'attends pas. » De Vermont était son associé. Auberval était un de leurs clients dans l'agroalimentaire. Tout sonnait juste, tout sonnait propre, tout sonnait répété. J'avais dit « d'accord » et j'avais raccroché. Et puis, ce mardi, vers 13h, il m'avait envoyé une photo. Vue d'une chambre d'hôtel sobre, moquette beige, rideaux couleur de vase, le Garonne visible depuis une fenêtre au loin. Il avait écrit « Bordeaux, c'est gris aujourd'hui. Je rentre jeudi soir. Bisous. » Avec un emoji maladroit, celui avec le petit cœur, qu'il n'utilisait jamais d'habitude et qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille justement parce qu'il ne l'utilisait jamais. Mais j'étais assise à la table d'angle du restaurant L'Arête Dorée, rue de la Charité, attendant Prisque, mon ami de longue date, qui avait 20 minutes de retard comme à son habitude. J'avais commandé un verre de rulli blanc et je regardais les gens entrer, sortir, rire, murmurer, manger des choses qui fumaient dans des assiettes profondes. Et c'est là que je l'ai vu. À 3 tables de la mienne. De dos d'abord, cette nuque que je connaissais mieux que la mienne, ses épaules légèrement asymétriques, l'épaule droite un peu plus haute que la gauche depuis un accident de vélo à 16 ans dont il me parlait encore parfois. Cette façon de pencher la tête sur le côté quand il était concentré sur quelqu'un, attentif, présent, charmant, exactement comme il avait été avec moi au début. En face de lui, une femme, petite, brune, avec des boucles d'oreilles longues qui lui effleuraient les clavicules à chaque mouvement de tête. Elle riait de quelque chose qu'il venait de dire. Et lui, Rodolphe Morteux, mon mari qui était censé être à Bordeaux sous un ciel gris avec vue sur la Garonne, s'est penché par-dessus la table et l'a embrassé. Pas un baiser furtif, un baiser lent, prémédité, de quelqu'un qui embrasse dans un restaurant parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre. Mon verre de rulli était encore dans ma main. Je l'ai reposé avec une précision chirurgicale parce que j'avais senti que si je le lâchais autrement, il tomberait et je n'aurais plus aucun contrôle sur ce qui suivrait. Mon téléphone était posé sur la table, face visible, et la photo de la chambre d'hôtel de Bordeaux s'était déjà effacée de l'écran pour laisser place à l'heure, 13h22. Je voulais me lever. Je voulais traverser la salle avec mes talons qui claquaient sur le parquet et arriver à leur table et dire quelque chose. Quelque chose de précis et de dévastateur. Quelque chose qu'on ne réparait pas avec des excuses et des nuits sur le canapé. Je voulais voir son visage au moment exact où il me verrait, moi, là, à 3 mètres de lui, alors qu'il était censé être à 300 km. Ma chaise a raclé le sol d'1 centimètre, peut-être 2. Et à ce moment précis, quelqu'un s'est assis en face de moi. Un homme. La cinquantaine avancée, costaud sans être massif, avec un visage taillé à la serpe et des yeux d'un gris-vert particulier, le genre de couleur qu'on ne trouvait pas dans les nuanciers ordinaires. Il portait un costume anthracite, légèrement froissé au coude, et il a posé sur la table une mallette en cuir brun sombre, du cuir qui avait vieilli proprement, avec des fermoirs en laiton patiné. Il s'est installé avec l'aisance de quelqu'un qui s'asseyait à sa propre table depuis toujours. Je l'ai regardé avec l'incrédulité de quelqu'un qui venait de recevoir 2 chocs en 30 secondes. « Qui êtes-vous » ai-je dit, et ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru possible. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la table de Rodolphe, puis il m'a regardé moi, et quelque chose dans ce regard était dénué de toute curiosité,
comme s'il savait déjà tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Ne les interromps pas », a-t-il murmuré, et sa voix était basse, presque douce, le genre de voix qu'on utilisait dans les salles d'attente des hôpitaux pour ne pas déranger. « Ton mari est en train de signer sa propre condamnation, et toi, tu vas bientôt tout récupérer. » Il a souri alors, pas un sourire large, un sourire mesuré, comme une balance bien réglée. « Je m'appelle Gaspard Vellenoy », a-t-il ajouté, « et j'ai besoin que tu m'écoutes pendant exactement 10 minutes. » Prisque n'est jamais arrivée ce jour-là. Elle m'a envoyé un message à 13h41 pour me dire qu'elle avait une urgence familiale et qu'elle me rappelait le soir. Je ne lui en ai jamais voulu. En un sens, son absence m'avait laissé le temps qu'il fallait pour écouter Gaspard Vellenoy. Il a commencé par poser les 2 mains à plat sur la mallette, comme pour en sentir le contenu à travers le cuir. « Je travaille pour un cabinet de détectives patrimoniaux », a-t-il dit. « Tu ne sais pas ce que c'est, peu de gens le savent. Nous ne cherchons pas des époux infidèles. Nous cherchons ce que les époux infidèles font de l'argent pendant qu'ils sont infidèles. » J'ai regardé Rodolphe au fond de la salle. Il commandait quelque chose au serveur maintenant. La femme aux boucles d'oreilles s'était renversée dans sa chaise avec la décontraction de quelqu'un qui était parfaitement à l'aise dans cet endroit, dans ce moment, dans cette vie. « Qui vous a mandaté ?» ai-je demandé. « Je ne peux pas te répondre aujourd'hui, mais dans cette mallette, il y a 47 pages de relevés bancaires, de virements, de contrats de location et 3 évaluations immobilières. Ton mari a ouvert un compte en 2021 dans une banque cantonale suisse. Un compte qui n'apparaît dans aucune de vos déclarations communes. » J'ai senti quelque chose de physique, quelque chose de presque anatomique, comme si une vertèbre quelque part dans ma colonne s'était légèrement décalée. Pas la douleur encore, juste l'annonce de la douleur. « Combien ?» ai-je dit. « En cumul sur 32 mois, 287 000 €. Je n'ai rien dit. Le restaurant continuait de bruire autour de nous, des verres qui tintaient, une conversation qui éclatait de rire à l'autre bout de la salle, le bruit des couverts sur les assiettes en céramique épaisse. Des sons normaux dans un monde qui venait de basculer silencieusement. « Il a prélevé sur les comptes du cabinet », a poursuivi Vellenoy avec la même voix mesurée. « Petite somme récurrente, échelonnée de façon à ne pas déclencher les seuils d'alerte interne. Mais son associé, de Vermont, a fini par le remarquer. C'est lui qui nous a contactés. Non pas pour ton mari, a-t-il précisé en levant légèrement un doigt, mais pour les fonds du cabinet. Ton mari est simplement apparu dans l'enquête. » « Et moi ? Pourquoi me parler à moi ?» Vellenoy a incliné la tête. « Parce que vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Parce que ces 287 000 € ont été prélevés sur une période où le cabinet Morteux de Vermont était un bien commun de votre mariage. Et parce que si ton mari est condamné pour abus de biens sociaux, ce qui est l'issue la plus probable, tu as des droits sur ces fonds que lui n'aura plus. » J'ai regardé Rodolphe une nouvelle fois. Il avait pris la main de la femme sur la table. Leurs doigts s'entrelaçaient avec la fluidité de gens qui avaient pris l'habitude de se toucher. « Qui est-elle » ai-je demandé. « Corinde Falvet, 32 ans, architecte d'intérieur. Ils se connaissent depuis 19 mois. Il lui a financé une partie de son agence. 60 000 € prélevés du même compte suisse. 60 000 € pour l'agence d'une femme qui s'appelait Corinde Falvet et qui portait des boucles d'oreilles longues dans un restaurant où j'avais commandé du roulis en attendant mon ami. Il y a des moments dans une vie où l'on comprend quelque chose non pas avec la tête, mais avec une partie du corps plus profonde, quelque chose qui n'avait pas de nom dans les manuels d'anatomie. C'est dans cette partie-là que j'ai compris, ce mardi à 13h28 dans l'Arête dorée, que les 9 années de ma vie avec Rodolphe Morteux avaient été construites sur 2 réalités parallèles, et que j'avais eu la naïveté de ne croire qu'à l'une d'elles. Gaspard Vellenoy a ouvert la mallette. Il en a sorti une chemise cartonnée bleue, sobre, avec juste un numéro de dossier dans le coin supérieur droit, et il l'a poussée vers moi sur la table. « Ce que tu as là, c'est une copie. L'original est chez un avocat, Maître Heurtaud, place Bellecour. Elle t'attend depuis hier. Je lui ai dit que tu viendrais aujourd'hui ou demain. Elle connaît le dossier dans ses moindres détails. »« Vous étiez sûr que je viendrais ici aujourd'hui ?»« Non, mais nous savions que ton mari y serait. Nous t'avons appelé ce matin à 9h. Tu n'as pas décroché. J'ai vérifié mon téléphone. Un appel en absence d'un numéro masqué, effectivement, pendant que je me douchais. »« Vous auriez pu laisser un message ?»«
Ce genre de message ne se laisse pas sur une boîte vocale. Il avait raison. J'aurais détesté l'apprendre ainsi. J'ai ouvert la chemise cartonnée. Les premiers documents étaient des captures d'écran de virements bancaires, des chiffres, des dates, des codes IBAN. Mon œil de comptable les a lus avec une vitesse que j'aurais presque pu regretter. Je les ai compris trop vite. Je n'ai pas eu le temps de me mentir à moi-même en espérant une erreur. Les colonnes étaient limpides. Les montants étaient exacts. Les dates correspondaient à des périodes précises. Les semaines où Rodolphe avait dit « On a un gros dossier en cours, je vais rentrer tard ». Les mois où il avait expliqué que le cabinet traversait une phase tendue. Les trimestres où il avait justifié nos économies plus maigres par des conjonctures défavorables. Les documents suivants étaient des relevés de location. Un appartement rue Sala à 2 km de notre domicile. Bail au nom de Corinne Falvet. Loyer mensuel financé par des virements récurrents depuis le compte suisse. Il logeait une femme à 2 km de chez nous. J'ai tourné la page lentement, avec la précision de quelqu'un qui démontait une machine explosive dont elle ne connaissait pas encore tous les rouages. « Il y a autre chose », a dit Velnoy. « Je vois. » À la fin de la chemise, il y avait 3 photos. Pas des photos compromettantes, rien de sordide. 3 photos de façades d'immeubles, avec en légende les adresses et les estimations immobilières. 2 appartements et une maison de ville en périphérie. 3 biens immobiliers enregistrés au nom d'une société civile immobilière créée 18 mois plus tôt. Gérant, un certain Anthelme Drouchet. Actionnaire majoritaire, Rodolphe Morteux, via une holding luxembourgeoise. La valeur totale de ces biens, a dit Velnoy, est estimée à 640 000 €. La SCI a été financée en partie par le compte suisse, en partie par un crédit professionnel contracté au nom du cabinet. J'ai refermé la chemise. J'ai posé les 2 mains dessus, comme il avait posé les siennes sur la mallette, et j'ai regardé le bois de la table pendant plusieurs secondes. « Il voulait divorcer ?» ai-je dit. « C'est ça ? Il construisait quelque chose à côté pour pouvoir partir avec ?» Velnoy n'a pas confirmé. Mais il n'a pas nié non plus. « Ce que je sais, a-t-il dit, c'est que Maître Heurtaud pense que si tu engages la procédure avant lui, avant qu'il dépose lui-même une demande, la situation patrimoniale est très différente pour toi. Le juge aux affaires familiales verra les dissimulations, les comptes offshore, les biens non déclarés, et le juge pénal verra le reste. Et de Vermont, son associé ? Il veut récupérer sa part, il a déjà engagé une procédure commerciale. Ton mari va être pris en tenaille des 2 côtés. Ce que tu feras de ton côté ne dépend que de toi. » J'ai levé les yeux vers la table de Rodolphe. La femme, Corinne Falvet, s'était levée un instant pour répondre à un appel téléphonique, et Rodolphe était seul pendant 30 secondes, une coupe de champagne devant lui, l'air de quelqu'un qui avait exactement la vie qu'il avait choisie et qui en était parfaitement satisfait. Et dans cet instant-là, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. La rage que j'avais sentie monter comme de l'eau dans un sous-sol inondé depuis 20 minutes a commencé à se retirer. Pas à disparaître, à se transformer. Elle est devenue quelque chose de plus froid, de plus utilisable, de plus efficace. Comme de l'eau qui gèle et qui, en gelant, devient capable de fendre la roche. J'ai regardé Gaspard Velnoy. « Vous prenez quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il a levé un sourcil. « À déjeuner ?» ai-je précisé. « Vous avez déjeuné ?» Il a eu ce même sourire mesuré. « Pas encore. »« Alors commandons ?» ai-je dit. « Et vous allez m'expliquer exactement ce que je dois apporter à Maître Heurtaud demain matin. » J'ai appelé Maître Alban Heurtaud le lendemain à 8h moins 10, avant même qu'elle soit arrivée au cabinet. Elle a décroché à la 3e sonnerie, avec la voix de quelqu'un qui était déjà debout depuis longtemps et qui attendait cet appel spécifiquement. Elle m'a donné rendez-vous à 10h, place Bellecour. Son cabinet était au 2e étage d'un immeuble haussmannien dont l'escalier sentait la cire et les vieux papiers. Elle m'attendait dans un bureau qui avait plus de livres que de meubles, avec une fenêtre qui donnait sur les platanes de la place. Elle était petite, 50aine précise, avec des lunettes à montures épaisses et une manière d'écouter qui donnait l'impression qu'elle enregistrait tout en stéréo. Elle a lu mes questions avant que je les pose. « La procédure que je vous propose est en 2 temps, » a-t-elle dit après les présentations. « D'abord, une requête en séparation judiciaire de biens.
Elle est recevable immédiatement parce que vous pouvez démontrer que la gestion des biens communs par votre mari met en péril vos intérêts. Les documents de M. Vellenoy suffisent pour ça. Ensuite, une demande en divorce pour faute, adossée aux éléments d'infidélité et surtout aux dissimulations patrimoniales. C'est cette deuxième procédure qui vous permettra de demander des dommages et intérêts. Et les biens de la SCI ? Les biens de la SCI ont été financés en partie par des fonds communs dissimulés. Nous pouvons argumenter pour leur réintégration dans la masse commune à partager. Ce n'est pas garanti, mais avec un expert judiciaire compétent, c'est défendable. Et le compte suisse ? Elle a ôté ses lunettes et les a posées sur le bureau avec une délicatesse de chirurgienne. Les 287 000 € du compte suisse sont, en théorie, des fonds que votre mari a soustraits à la communauté. En cas de divorce pour faute avec dissimulation prouvée, vous avez droit à une compensation équivalente sur la liquidation du régime matrimonial. En pratique, cela signifie que la moitié de ces fonds vous revient de droit, plus les dommages et intérêts que le juge pourra accorder selon les circonstances. Elle a remis ses lunettes. « Votre mari va avoir un problème de plusieurs natures simultanément », a-t-elle dit. Un problème conjugal avec vous, un problème commercial avec son associé, et très probablement, dans les semaines qui viennent, un problème pénal avec le parquet, si de Vermont décide de porter plainte, ce que son propre avocat lui conseillera de faire. « Quand est-ce qu'on commence ? » ?»« Nous avons commencé, » a-t-elle dit simplement. Ce soir-là, Rodolphe est rentré à l'appartement à 19h30, comme n'importe quel mardi. Pas un mardi de Bordeaux, évidemment. Il avait simplement dit qu'il avait réglé le dossier Auberval plus vite que prévu et qu'il avait pris le premier TGV du retour. Il avait dit ça avec cette voix aplanie, ce débit légèrement différent de son débit naturel, et j'avais écouté avec le visage de quelqu'un qui croyait encore. J'avais préparé à dîner du poulet rôti, des haricots verts, du pain que j'avais acheté chez Boulard en rentrant du cabinet de Maître Hortot. On avait mangé en discutant de choses ordinaires. Un voisin du 3e qui faisait des travaux, la voiture qui avait besoin d'une révision, un dîner prévu chez ses parents le week-end suivant. Il ne saurait pas avant 15 jours. C'est le délai légal pour la notification de la requête en séparation de biens. 15 jours pendant lesquels Alban Hortot construisait le dossier avec la précision d'une horlogère. Quand Rodolphe s'est levé pour débarrasser les assiettes, j'ai regardé ses épaules asymétriques, l'épaule droite légèrement plus haute que la gauche, et j'ai pensé à tout ce que j'avais mis dans ces 9 années. Pas avec nostalgie, avec la clarté factuelle de quelqu'un qui fait un inventaire sérieux avant de décider ce qu'on garde et ce qu'on jette. Je gardais mes comptes, ma clientèle, l'appartement dont j'avais payé la moitié, et la certitude que je n'avais pas été stupide. J'avais simplement fait confiance à quelqu'un qui avait décidé de ne pas en être digne. Je jetais le reste. La notification est arrivée un jeudi matin. Rodolphe m'a appelé à 11h depuis son bureau et sa voix n'était plus aplanie du tout. Elle était fracturée, elle avait des bords tranchants, elle avait la texture de quelqu'un qui venait de mettre le pied sur quelque chose qu'il ne voyait pas venir. « Céliane, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as reçu les documents ? » ai-je dit. « Tu m'expliques ce que tu... Mon avocat t'expliquera, c'est pour ça qu'on a des avocats. » J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré 4 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas décroché. Maître Hortot m'avait conseillé de ne pas répondre directement, et c'était le premier conseil d'elle que je trouvais naturellement facile à suivre. De Vermont a déposé sa plainte pénale 6 jours plus tard. J'ai appris par Hortot que Rodolphe avait engagé en urgence un avocat pénaliste, un cabinet assez cher, rue de 16, ce qui signifiait qu'il puisait dans des ressources personnelles, probablement le compte suisse, dont il n'avait apparemment pas encore compris que nous en connaissions l'existence. Corinne Falvet a vidé l'appartement de la rue Salard en moins d'1 semaine. Je ne lui en voulais pas. Elle avait peut-être cru à quelque chose, elle aussi. Le jugement de séparation judiciaire de biens a été prononcé 4 mois plus tard. La procédure de divorce a suivi son cours pendant 7 mois supplémentaires, avec des expertises, des contre-expertises, un expert judiciaire qui a épluché les comptes du cabinet Morteux de Vermont avec une minutie de bibliothécaire. La SCI et ses 3 biens ont été réintégrés partiellement dans la masse commune, après que l'expert a démontré que 42% de leur financement provenait de fonds d'origine commune dissimulés. Au final, après liquidation, frais judiciaires et compensation pour dissimulation,
j'ai récupéré quelque chose qui ressemblait à une vie entière, reconstruite à partir de décombres proprement triés. Rodolphe a été condamné en correctionnel pour abus de biens sociaux à 18 mois avec sursis et une amende conséquente. Il a négocié un arrangement avec de Vermont pour éviter une peine ferme. Son casier n'est plus vierge. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur ce qu'il était devenu après, pas par manque de curiosité, par manque d'intérêt. Gaspard Vellenoy m'a envoyé un message 6 mois après notre déjeuner au Larette Dorée. Un message bref, depuis un numéro différent de celui qu'il avait utilisé la première fois. Félicitations, bonne continuation. Je lui ai répondu une seule chose. Merci de ne pas avoir laissé de message sur ma boîte vocale. Il n'a pas répondu à ça. Mais j'imagine qu'il avait souri. Ce sourire mesuré, de quelqu'un dont la balance est bien réglée. Il y a des matins où le ciel de Lyon se couvre de cette lumière cuivrée, presque électrique. Aujourd'hui, depuis mon nouveau bureau, j'ai loué un espace rue Auguste-Comte avec une fenêtre qui donne sur les toits. Je regarde ce ciel et je ne pense plus à ce qui va se rompre. Je pense à ce qui, en se rompant, a finalement permis à quelque chose de plus solide de prendre la place. Les fondations en sable humide ne durent pas, mais ce qu'on construit sur du granit, ça tient. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque semaine, de nouvelles histoires vous attendent ici.